L'histoire ennuyeuse. Pour s'endormir. L'art de la fabrication du pain dans l'Égypte ancienne. Salut tout le monde. Ce soir, on marche pieds nus à travers les plaines inondables du Nil à bout, s'infiltrant entre les orteils, l'air lourd et humide, et le bourdonnement discret des insectes dansant au-dessus des roseaux. Tu traînes un panier en roseau tressé, à moitié rempli d'épeautres, l'ancêtre du blé moderne, et pas vraiment réputé pour produire des croissants légers et moelleux. Ton dos te fait mal, tes bras, pleins de poussière, et le bruit lointain des hippopotames qui se disputent, pas très apaisant. Mais c'est le prix à payer pour faire du pain dans l'Égypte ancienne si tant est qu'on puisse déjà appeler ça pain. On est des milliers d'années avant la baguette. Il n'y a pas de four confortable ici, pas de pâte bien levée. Juste des huttes en terre, des outils en pierre et des gens très déterminés à broyer des graines pour survivre. Et Witu ne survivra probablement pas à ça. Entre les mouches noires, le labeur épuisant et le fait que la plupart de tes dents seront usées jusqu'à la gencive avant 30 ans à force de mâcher des miches pleines de poussière de pierre, ce n'est pas exactement un mode de vie digne d'un brunch. Alors avant de t'installer confortablement, prends un instant pour aimer la vidéo et t'abonner seulement si tu apprécies vraiment ce que je fais ici. Dis-moi d'où tu écoutes et quelle heure il est pour toi. Maintenant, tamise la lumière, allume un ventilateur pour ce léger fond sonore et lançons-nous ensemble dans le voyage de ce soir. Tu es au bord de l'eau, juste après l'inondation annuelle. Quand le Nil offre son cadeau de l'année, te met aussitôt au défi d'en faire quelque chose d'utile. Les champs sont encore détrempés. Tes sandales s'enfoncent. Tu ramasses des gerbes d'épeautres mouillées, nouées serrées, que tu fais sécher sur de larges pierres plates qui servent aussi d'air de sieste pour chat quand le soleil est au zénith. Ce grain n'est pas comme ton blé tendre moderne. Il est tenace. Il s'accroche à son enveloppe comme un enfant à sa couverture préférée. Alors, tu le fais légèrement griller sur une flamme nue pour l'assouplir. Puis tu prends ton grattoir en silex plus probablement celui de quelqu'un d'autre, car les outils sont partagés dans la communauté et tu commences le battage. L'épeautre ne se rend pas sans lutter. Vient ensuite le broyage. Tu t'agenouilles devant la meule dormante, une auge de pierre peu profonde, avec une pierre arrondie dans chaque main, poussée vers l'avant, tirée en arrière. Encore et encore, pendant des heures. Tu broies jusqu'à ce que le grain devienne quelque chose entre la farine et la poussière. Et oui, un peu de la pierre de broyage finit dans le mélangès, pour cela que les momies égyptiennes ont les molaires usés. Pas à cause du sucre, à cause du pain. Les historiens débattent encore pour savoir si les tout premiers pains étaient faits pour être mâchés ou plutôt pour servir de récipient comestible à de la soupe. Quoi qu'il en soit, ton mélange farine, eau, peut être quelques herbes sauvages ou du sel ressemble enfin à de la pâte, pas encore de levure. La fermentation est un accident en attente, pas encore une science contrôlée. Tu laisses la pâte reposer sous la chaleur pendant que tu cours après les chèvres ou que tu soudoies ton voisin avec de la purée de figues. Tu reviens et tu remarques elle a un peu gonflé. Pas beaucoup, mais assez pour que tu t'en aperçoives. Tu la touches. Est-ce que c'est vivant ? C'est probablement ainsi qu'a commencé la levée. Un accident paresseux sous le soleil égyptien. L'étape suivante ? La cuisson. Enfin, à peu près. Tu dégages un espace dans les braises du feu commun, aplatis la pâte en galettes minces et tu les colles directement sur les pierres chaudes. Tu retournes, attends, sens. Si ça ne sent pas le brûlé, c'est bon. Si ça sent le brûlé, tu appelles ça saveur en plus. Et tu fais semblant que c'était volontaire. Et pourtant, ce proto-pain devient ton quotidien. Ce n'est pas un accompagnement, c'est le repas. Pain et birtou, deux issues des céréales et sont tes calories, ta monnaie, ta nourriture de réconfort. Et pour les plus pauvres, c'est parfois tout ce qu'ils ont. Un détail curieux, la farine d'épeautre ne se comporte pas comme la farine moderne. Elle est collante, dense. Ton pain est caoutchouteux, presque élastique plus proche d'une barre énergétique que d'un pain pita. Mais c'est de la nourriture, ça remplit ton ventre. Et dans une époque où les dieux te surveillent constamment, le pain remplit aussi ton plat d'offrande. Dans un pot en argile contre le mur de la hutte, tu gardes ton levain vivant même si tu ne l'appelles pas encore comme ça. Tu sais juste que si tu ajoutes un peu de pâte d'hier dans celle d'aujourd'hui, le résultat gonfle davantage. Plus de bulles, ça sent un peu le vinaigre et les pieds. Félicitations.
Tu as inventé le levain par erreur. À genoux dans le crépuscule, tu étales une deuxième galette de pâte sur le pot retourné qui sert de four et tu entends ton cousin se vanter que sa pâte a levé plus vite parce qu'il l'a enterrée près du tas de compost. Tu fronces le nez. Mais avoue-le-tu va peu, être essayé demain. Le pain de cette époque est souvent en forme de cône, de disque ou de petits dômes. Certains sont carbonisés à l'extérieur et crus à l'intérieur. D'autres sont séchés au soleil. Certains, selon les archéologues, étaient clairement mal cuits, jetés à la hâte dans des tombes et probablement destinés à des esprits avec un système digestif très robuste. Tu tends à ton petit frère un pain refroidi, encore légèrement fumant, et il le dévore avec l'enthousiasme de quelqu'un qui n'a pas mangé depuis le petit déjeuner. Ce qui est vrai. En dessert peut être un peu de miel ou de pâte de dattes, si tu as de la chance, ou plus réalistement juste un autre morceau de pain avec un peu moins de suie cette fois. Voilà ta journée. Tremper, sécher, moudre, pétrir, espérer que le feu coopère. C'est répétitif, oui mais c'est la survie. Et quelque part, parmi les nattes en roseau et les gloussements de poules, le pain devient plus que de la nourriture. Il devient un rituel, un rythme, le cœur autour duquel se construit ton village. Tu es levé avant le lever du soleil cette fois car les cuisines du temple n'attendent pas. Le ciel est encore plus bleu marine que bleu et ton souffle se condense légèrement dans la fraîcheur de l'aube. L'odeur de levure flotte lourdement dans l'air, mêlée à celle de la cendre, de la sueur et d'une légère note de chèvre. Tu resserres ta ceinture en lin, enfiles un chiffon sale sur tes cheveux et suis le sentier éclairé de torches vers le complexe principal. Les dieux ont faim, les ouvriers aussi. Et toi, tu t'apprêtes à faire du pain pour les deux. La boulangerie du temple n'est pas une petite pièce chaleureuse avec une radio française en fond. C'est un espace ouvert, enfumé, animé de cris, d'outils en pierre et de seaux de pâte bouillonnante. Tu te faufiles entre une file de garçons portant des paniers en roseau remplis de farine d'épeautre. L'un trébuche. Un nuage de farine s'élève. Vous éternuez tous. Ce matin, on t'a assigné à la fabrication des pains d'offrande du pain destiné aux dieux, pas aux simples mortels. Cela signifie des formes soignées, des surfaces lisses et pas de fond brûlé. Les prêtres sont exigeants. Mais tu sais aussi que la moitié de ces pains sacrés vont disparaître mystérieusement derrière l'autel pour réapparaître à la table du surveillant à l'heure du déjeuner. Les historiens débattent encore pour savoir si cette supercherie relevait de la tromperie ou d'un système de recyclage efficace. Quoi qu'il en soit, les dieux ne semblent jamais se plaindre. Tes mains bougent rapidement, rouler, aplatir, presser. Certains pains sont en forme d'oiseaux, d'autres de petites pyramides, voire de mamelles de vache. Oui, vraiment, le symbolisme compte. Les dieux ne veulent pas de pain banal. Ils veulent du sens, incorporé dans la pâte. Le sacré et l'amidon pétri avec révérence et poignets endoloris. Mais à l'extérieur des murs du temple, une autre boulangerie prend vie poussiéreuse, chaotique et clairement moins spirituelle. Tu entres dans le quartier des ouvriers et trouves déjà une file près des fours communs. Bâtisseurs de pyramides, fossoyeurs et même quelques scribes attendent leur ration. Tu te glisses dans la foule, un pain à la main, et l'échanges contre un morceau de pain à la bironne pâte lourde, fermentée, qui compte à la fois comme aliment et comme boisson. Ici, le pain est un salaire. Littéralement. Tu travailles, tu manges. Tu rates un service, bonne chance pour trouver une croûte. Certains pains distribués aux ouvriers sont, franchement, tragiques. Des grains de sable sont encore incrustés dans la croûte parce que les fosses à pain n'ont pas été nettoyées. Un archéologue a même trouvé des cailloux, brindilles et insectes fossilisés dans des pains antiques considèrent cela comme des fibres. Les anciens Égyptiens n'aimaient probablement pas ça non plus, mais ils n'avaient pas Yelp. Et voici une anecdote amusante. Des preuves montrent que les ouvriers impliqués dans la construction des tombes recevaient plus de pain. Donc oui, construire cette pyramide peut briser le dos, mais au moins, ta ration vient avec des glucides supplémentaires. Glucides et insolation. Pendant ce temps, ton cousin travaille dans une maison plus riche cuisine privée, meilleurs ingrédients, moins de rats. Il se vante de préparer des pâtisseries aux noix tigrées pour la dame de la maison, moulées délicatement avec des formes en bois. La pâte s'effrite doucement, sucrée au miel et garnie de fruits secs. Rien à voir avec tes briques du temple. Tu soupires.
puis tu échanges 2 de tes galettes plus plates contre une bouchée des siennes. Ça en valait la peine. Un fait reconnu, les Égyptiens classifiaient le pain en dizaines de types. Certaines sources évoquent plus de 40 variétés, avec des noms différents selon la forme, les ingrédients ou même la divinité à laquelle il était offert. Le pain n'était pas seulement un aliment, c'était un langage culinaire. Tu t'en souviens en passant devant une table d'offrande à moitié affaissée sous les piles de pain. Les miches sont empilées comme des blocs sacrés de tétrisymétrie parfaite, croûte dorée, encore fumante. Tu essaies de ne pas saliver. Ceux-là ne sont pas pour toi. Ils sont pour Osiris, pour Anubis, pour l'au-delà. En parlant d'au-delà, oui, le pain y voyage aussi. Tu aides à préparer un lot funéraire plus tard dans la journée. Parmi les petits pots de parfum et le canard enveloppé de lin, quelqu'un place un pain en forme de cône dans le panier funéraire. Les morts doivent manger, après tout. Le pain est ce que tu emporterais si tu ne pouvais emporter qu'une chose pour l'éternité, des glucides en format voyage pour ton périple cosmique. Bien sûr, tous les pains ne reçoivent pas ce traitement. Tu te souviens encore de ce pain raté le mois dernier qui a gonflé en un étrange dôme, ses fendus étaient bien ressemblaient un peu à l'arrière-train d'un chameau. Ton frère a tellement ri qu'il l'a laissé tomber dans le feu. Tu es convaincu que les dieux l'ont puni ensuite avec 3 jours de poisson avarié. Au fil de la journée, la chaleur monte. Tu trouves refuge dans un coin ombragé, sirotant de la bière aigre à la paille pour éviter les enveloppes d'orge flottantes. Une amie te donne un coup de coude et murmure qu'une voisine essaie de mélanger de la farine de pois chiche dans sa pâte. Plus de protéines, dit-elle. Plus de gaz, penses-tu. Mais tu essayeras peu, être quand même. Tu te faufiles dans la cabane de stockage où les vieux pains durcissent en briques solides. Ceux-ci seront rebroyés et réutilisés dans l'alimentation du bétail ou, curieusement, dans le mortier de construction, où le pain devient colle à mur. Parce qu'en Égypte ancienne, rien ne se perd, même pas les échecs en cuisine. Tu vis un moment léger en attrapant un enfant 5 ans peut être en train de voler de la pâte chaude dans un bol, souriant avec les joues pleines de farine. Tu le laisses faire. Tout le monde mérite une bouchée de pain chaud et moelleux avant que le monde ne le transforme en pierre. À la tombée de la nuit, tu retournes à ton propre petit foyer. Ta mère fredonne une berceuse en retournant une fournée de galettes. Tu lui tends un tampon en roseau sculpté et elle l'appuie doucement sur la patin, vieux motif familial transmis depuis des générations. Une spirale. Ça ne veut rien dire. Ou peut être que ça veut tout dire. Parce qu'ici, le pain n'est pas juste de la nourriture. C'est du rythme, de la mémoire, un héritage. Et demain? Demain, ça recommence avant le soleil, avant les dieux, avant que les fours ne soient chauds. Le soleil est cruel aujourd'hui, haut et impitoyable, comme s'il te défiait de faire une pâte qui ne se transforme pas instantanément en colle au contact de l'air. Tu es assis en tailleur sous un bout de lin tendu entre 2 poteaux, occupé à un énième bassin de farine d'épeautre. Elle s'agglomère, elle colle, et elle refuse d'obéir. Mais tu as un plan, un petit tour dans ton sac. Tu expérimentes avec la levée. Oui, encore. Tu enterres une portion de pâte d'hier dans un pot que tu places juste assez près du feu pour qu'il soit tiède, mais pas trop pour éviter la cuisson. Le pot sent un peu mauvaise comme de la bière aigre et du linge oublié, mais c'est un bon signe. Probablement. Si les dieux ne te foudroient pas pour crime culinaire, peut être que ça lèvera cette fois. Le pain en Égypte a depuis longtemps dépassé ses origines modestes. Ce n'est plus seulement un aliment, c'est quelque chose qu'on réglemente, qu'on suit, qu'on taxe. Tu te souviens de ton oncle maugréant contre les nouveaux quotas de céréales imposés par le bureau des scribes. Chaque foyer doit enregistrer combien de paniers de grains ont été moulus, combien de pains cuits, combien livrés au temple. La bureaucratie du pain, dit-il. Le vrai système pyramidal. Les scribes sont partout maintenant. Leurs doigts tachés d'encre notent avec précision des colonnes entières de variétés de pain. Ta, edge, seré, jizer. Certains cuits dans des moules, d'autres façonnés à la main, certains fourrés aux dattes ou trempés dans la bière. C'est étrangement poétique, dans ce style sec de rouleaux de papyrus. Tu plisses les yeux devant un registre gravé dans le calcaire encore lisible après des siècles. Il détaille la production de la boulangerie d'un domaine royal. Les chiffres donnent le vertige. Des milliers de pains par jour.
Les chercheurs débattent encore pour savoir si ces chiffres reflètent une production réelle ou des quotas idéalisés pour impressionner les lecteurs. Au milieu de ce chaos organisé, tu te montres créatif. Peut être que tu ajoutes du miel à ta pâte. Peut être de la purée de dattes. Peut être que tu essaies de moudre des lentilles pour faire durer la farine. Une voisine prétend même avoir fait du pain au fromage, mais personne ne sait si c'est du vrai fromage ou juste du lait tourné qui tente de se rendre utile. Et puis, il y a la question des moules. Des moules en bois sculptés de spirales, de fleurs, d'oiseaux. Certains sont magnifiques, d'autres fonctionnels. Certains semblent avoir été sculptés par quelqu'un de très ivre. Tu presses ta patte dedans malgré tout. Car un pain estampillé signifie quelque chose statut, propriété ou peut être juste une offrande plus jolie pour Ray. Le pain a aussi une face légale. Tu te souviens de l'avertissement du chef du village à propos de la fraude au pain, échanger de petits pains contre de plus gros, cuire des centres creux pour tricher sur le poids ou fourrer les pains de matériaux immangeables pour atteindre les quotas. Il existe même une histoire sur un boulanger qui ajoutait de la boue pour épaissir ses pains. Ça ne s'est pas bien terminé pour lui. Disons simplement que son pain n'est pas la seule chose qui ait été cuit. Un fait curieux, dans de rares cas, des pains étaient utilisés comme objets votifs placés dans des sanctuaires jamais destinés à être mangés. Considère-les comme des prières comestibles, des expressions de gratitude, d'espoir ou de détresse, durcis à l'ère du désert. Certains sont encore retrouvés aujourd'hui, recroquevillés, fissurés, mais incontestablement sacrés. Tu retournes un pain et découvres qu'il est collé à la plaque de cuisson. Encore, tu grattes la croûte noire et fais semblant que tout va bien. Le charbon, c'est bon pour la digestion, non? Le guérisseur local a dit quelque chose comme ça une fois. Ou peut être qu'il essayait juste de justifier son déjeuner. Plus tard, tu croises un scribe qui propose d'échanger son calame de rechange contre quelques bons pains. Il a passé de longues heures à copier les nouvelles lois fiscales sur les céréales et ses poignets en témoignent. Tu acceptes. Le calame n'est pas très utile pour la boulangerie, mais il donne un sentiment de pouvoir. Tu fais semblant d'écrire un décret. Plus de corvées de pain le 3e jour de chaque fête. Ton ami rit. Les dieux? Non. En revenant par le marché, tu surprends une autre dispute sur le pain. Un marchand jure que faire lever la pâte dans un panier scellé la rend plus aérée. Un autre affirme que l'enterrer pendant la nuit éloigne les mauvais esprits. Un 3e insiste sur le fait que seuls les pots en argile bénis par l'encens du temple donnent une mie parfaite. Les historiens se demandent encore si ces superstitions étaient symboliques ou sincèrement crusmées. Quoi qu'il en soit, elles influençaient les comportements. Le pain ne faisait pas que le viril absorbait la culture, les ragots, les peurs. Tu fais une pause sous un palmier dattier et grignotes une tranche de ton essai d'hier. Elle est caoutchouteuse, encore tiède, curieusement, légèrement sucrée et étonnamment satisfaisante. Tu es frappé par tout ce que le pain a changé et tout ce qui n'a pas changé. De retour chez toi, ta mère trie ses sacs de farine. Elle en garde 3 types. Un pour les pains du quotidien, un pour les offrandes et un très fin, presque blanc pour les mariages ou les fêtes. Elle te laisse y toucher avec révérence, comme de la soie. Ça, dit-elle, c'est la farine des célébrations. Tu te demandes comment quelque chose d'aussi simple, d'aussi quotidien, peut devenir aussi sacré. Et puis tu te souviens, le pain porte la mémoire. La forme que tu y imprimes, c'est celle de ta grand-mère. Cette vieille marque de brûlure sur la pierre de cuisson, c'est l'erreur de ton père. Ce levain enfoui près du mur, c'est le tien, et peut être celui de tes enfants. Le soleil décline maintenant et tu jettes un œil à ton pot de pâte levé. Il a gonflé, un peu, mais suffisamment. Tu souris. Ce soir, tu vas cuire quelque chose de meilleur. L'odeur t'atteint avant même que tu n'aies franchi la cour. Cendres chaudes, croûte bouillonnante et cette note reconnaissable entre toutes de céréales fermentées rencontrant le feu. Tu accélères le pas, un pot en argile serré dans une main et pousses la porte en bois. À l'intérieur, la boulangerie brille à la lueur des braises mourantes et d'une demi-douzaine de fours en Domleta Bunski rayonnent encore de la chaleur d'hier. Tu souris. Ce soir, c'est la nuit du pain. Le pain a évolué des plaques d'argile détrempées au four en dôme fait d'argile mêlée à de la paille.
Ces merveilles capturent la chaleur comme de petits soleils et cuisent des dizaines de pains à la fois. Tu t'accroupis et regardes à l'intérieur. Les braises sont désormais sages, rougeoyant sous une fine couche de cendre. Parfait. Tu sors ta pâte, douce, aérée, et sentant comme si quelqu'un avait mis un orage en bouteille dans une jarre à vin. Tu enfarines tes mains avec de la farine de pois chiche et commences à diviser la pâte sur des palettes en bois plate. Chacune sera pressée contre la paroi intérieure du four et laissée à cuire pendant que tu racontes une ou deux histoires. Probablement celle du jour où le prêtre a laissé tomber un pain sacré et a accusé le tchat. Un détail curieux. Certaines peintures funéraires montrent des boulangers applaudissant près des fourles historiens pensent que cela servait à faire coller la pâte de manière uniforme à la paroi chaude. Ou bien c'était juste pour le spectacle. Quoi qu'il en soit, tu frappes le four d'un bon claquement. L'écho est satisfaisant. Tu as entendu des rumeurs, bien sûr, que les meilleurs boulangers expérimentent avec des ingrédients étranges du sirop de dattes, du vin de palme, voire des pétales de lotus séchés. Une femme jure qu'ajouter une pincée de natron le même utilisé pour la momification surifie la pâte. Pour la pureté, dit-elle. Tu penses plutôt qu'elle aime choquer les gens. Mais l'expérience la plus étrange, le fumier de crocodile. Oui, cela revient plus souvent qu'on ne le croirait. Certains pensent que le mélanger à la pâte ou simplement le garder à proximité protège des maladies, des mauvais esprits ou peut être des voisins trop curieux. Les chercheurs débattent encore pour savoir s'il s'agissait d'une pratique répandue ou d'un non-sens symbolique noté par un scribouillard à l'humour très sec. Tu espères que c'est la deuxième option. Quoi qu'il en soit, tu passes ton tour sur cette recette. Revenons à tes pains. Tu en as marqué un d'une spirale, un d'un poisson pour la chance, et un autre juste pour t'amuser d'un dessin maladroit d'oiseau. On dirait plutôt un faucon fondu, mais l'intention est là. Le feu fait son œuvre, les pains brunissent, tu les tournes avec un long crochet et écoutes le crépitement. Pas de minuteur, pas de thermomètre, juste l'instinct, transmis par des générations qui savaient reconnaître l'odeur du presque prêt. Et quand c'est prêt, tu sors la première fournée, souffle doucement sur le bord et tape sur la croûte. Creux, parfait. Tu la poses sur un linge de lin pour qu'elle refroidisse, bien que ton cousin se jette aussitôt sur un pain sans se soucier des brûlures aux doigts ni des bonnes manières. Ce pain sera partagé un peu pour demain, un peu pour les paniers des voisins et un pour être déposé dans la petite niche du sanctuaire au coin de la maison. Un petit pain pour les dieux. Tu allumes un peu d'encens, juste assez pour donner à la cuisine une odeur douce et sacrée. Ta mère hoche la tête, satisfaite. Plus tard dans la nuit, tu t'assois dehors sous un ciel chargé d'étoiles et de stridulations de criquets. Tu grignotes un morceau de pain, tartiné de purée de figues et d'huile de sésame. Ce n'est pas grandiose, ce n'est pas noble, mais c'est réel. Et demain, tu recommenceras. Car le pain n'est pas ici une nouveauté, c'est une continuité. C'est ce qui unit les gens, rois et ouvriers, paysans et prêtres, amants, veuves, enfants, aux mains collantes de pâte de dattes. Même les momies ne quittent pas leur tombe sans lui. Et alors que tu t'allonges sur une natte en roseau, écoutant le crépitement mourant des braises et ton père fredonner un hymne à moitié oublié sur le pain du matin du dieu soleil, tu réalises quelque chose. En Égypte ancienne, le pain n'est pas juste le bâton de la vie, c'est la vie. Laisse le feu s'éteindre maintenant. Le pain est cuit, les cendres refroidies, et tes mains poussiéreuses, fatiguées et chaudes sont enfin au repos. L'air est plus doux maintenant, les vents du Nil plus tendres, et même les chats du temple se sont levés dans le silence. Ferme les yeux, l'odeur du pain cuit flotte encore légèrement dans ta mémoire, pas tout à fait dissipée. Le travail est terminé, pour l'instant. Demain apportera une nouvelle pâte, de nouvelles offrandes, de nouvelles leçons de patience et de chaleur, mais pas ce soir. Ce soir, tu te reposes. Tu t'allonges sous une tente de lin pendant que les étoiles s'étirent dans le ciel comme des danseurs paresseux. Quelque part, un âne braie dans son sommeil. Ailleurs, une mère chante à son bébé en façonnant de petits pains avec le reste de la farine. Le monde tourne lentement, enveloppé d'odeurs de feu et de farine, de terre et d'effort. Le temps ralentit ici, tes pensées se calmant. Tu ressens encore la texture rugueuse de l'épeautre dans ta paume, tu entends encore le léger toc de la croûte refroidissant sur la pierre. Le bruit du jour se transforme en rythme. Un pétrissage,
un souffle, une chanson, un sommeil. Et si tu rêves cette nuit, peut-être te retrouveras-tu devant le four tendant la main vers une dernière miche dorée. Encore chaude, encore à toi.